Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast. Je suis en compagnie de Christophe et Guillaume. Salut gang, comment ça va? Hello. Hey, ça Oui. va bien. Alors pour ceux qui nous regardent, si on a de l'air peut-être un petit peu fatigué, on fait le podcast le matin parce qu'on est avec Julien Sévéon aujourd'hui. Et puis évidemment, en France, bon, ben, il ne se couche pas à la même heure. Faut qu'on... Hey, salut gang. Okay. Eh oui, la France, enfin encore du français. Oui. Voilà, c'est bon. On n'attendait que ça au milieu de tous ces Québécois là. C'est terrible. Ah, ben oui. Puis Zomblar, il était bien énervé. Lui, tu sais, vu que c'est un compatriote français, il s'est levé à 4h du matin. Là, il est craqué. Il n'a pas dormi de la nuit. Non. Ouais, Zomblar, il compte pas. Zomblar, c'est comme un Québécois de la France. Il a un accent dégueulasse. Ça n'a juste pas de sens. Là. Moi, je mange des céréales. Lucky Charms à matin. Santé, les gars. Ouais, bonne santé. C'est ça, Zomblar, ici, il y a un accent, puis quand il retourne là-bas, il y a un accent, donc c'est pas mieux. Et voilà. Ben, c'est une auto, ouais, ça. Il faut qu'il se retourne d'une façon ou d'une autre. OK, on va passer maintenant au tour de table. Bienvenue au tour de table horrifique. Moi, j'aime ça, commencer avec Christophe. So, Christophe, vas-y, mon gars. OK. Ça n'a aucun rapport parce que je l'ai acheté ça fait longtemps, là, mais tu sais, on en parlait juste avant de commencer l'émission, puis parce que je vais montrer des items liés à Freddy. Ça, là, on le voit ici, là-dessus. C'est un truc pour mettre sur le pare-brise quand il fait trop chaud. Mais c'est fucking gros! C'est tellement cool, Freddy. Là. Moi, je peux pas avoir assez de trucs de Freddy. Je l'ai pas amené dans mon char parce que je sais pas, c'est encombrant. Là. Hey, Non, cette semaine... faut que tu l'utilises au moins une fois, là. Ben oui! Cette semaine, je suis allé me ramasser chez... j'ai trouvé ça sur Marketplace. Je savais pas que ça existait. Des Horror Headliners. Puis ça se trouve être, je pense que c'est sorti en 99, donc quand même assez tard dans la franchise. Fait que c'est comme une genre de bobblehead, mais la tête elle branle pas avec un chapeau. Elle est vraiment quand même bien détaillée. Mais moi, c'est surtout ceux-là que je trouvais cool. C'est son genre bendables, tu sais, avec des broches dedans, là, tu peux comme lever le bras. Là. Comme Gumby, là. Ouais, exactement. Puis ils n'ont même pas été foutus de mettre le bon logo en haut vis-à-vis la bonne figurine. Mais, fait que ouais, petite semaine au niveau de la bébelle. Donc, mais oui, j'ai préparé une belle petite bio là, qu'on va parler tantôt de notre invité. Je me suis replongé un peu dans ses ouvrages. Fait que je te passe la POC. Hop, suivant. Suivant. Il s'en allait le faire, Zomblar. Tabarnouche, j'étais pas obligé de faire ça. Guillaume, tu veux-tu y aller en premier? Tu veux que j'y aille? Non, je peux y aller. OK. Moi, j'ai reçu 2 livres que j'attendais depuis longtemps. Que je voulais depuis longtemps. Donc, j'ai ça ici. Oh, wow. Ah! Ouais, The Making of, c'est magnifique. Il est immense, il est bourré de photos. C'est un coffee table book, là. Ah, sérieusement, oui. Mais je vais passer à travers éventuellement. Et parce que c'est cool. Ma franchise préférée, tu sais. Oh! Le deuxième. Sérieux? C'est le meilleur de tous, je m'excuse, là. Ben, c'est ça, ça dépend. Moi, les deux, ils sont le assez 1 et ex le 2, c'est fatigant. Prendre une décision là-dessus. Parce que c'est pas la même optique. Non. Du tout. Donc, non, c'est deux films complètement différents. Puis je pense que c'est ça que j'aime de James Cameron. On dirait que lui, là, il décide de faire une suite. Il dit fuck la marde, moi le premier, je vais faire complètement quelque chose de différent que le deuxième. Puis il sort une affaire incroyable. Dans l'action. Ouais. Mais ouais, ça, c'est des méchants beaux livres. C'est le genre de truc que ça me prendrait aussi. Là.
Ben, ça prend ça à tout le monde qui est fan d'horreur, tu sais bien. Moi, c'est toujours une petite semaine, comme d'habitude, mais comme vous savez, il y a déjà un concours qui est en train de se faire sur la route de l'horreur. Je m'excuse, je pensais que tu allais dire. C'est toujours une petite semaine, donc j'ai acheté 5 ou 6 Blu-ray. Non. Non, mais c'est quand même pas pire, puis je vais faire de la promotion, puis je vais parler encore de ma fille en même temps. Oh, qui est cute, papa! Good stuff, good stuff. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de la marchandise que j'ai mis sur Redbubble, puis j'ai décidé de m'acheter un masque Ah, ben ouais. avec ma fille. J'ai décidé aussi de m'acheter une coupe de t-shirts pas mal cool, dont il y en a un qui est justement pour le concours. Nice. Sur celui-là. Ça, c'est un montage que tu as fait toi-même, hein? C'est Ouais, ça? Le c'est mec, moi qui il a fais- juste un ego surdimensionné pour se prendre des trucs de lui-même, parce que c'est monsieur qui prend ses propres photos. Hein. Mais il n'y a Au pas moins- personne qui a rien Au moins, contre ça, c'est sauf sa toi. fille sur les t-shirts et pas sa face, parce que Ouais. si tu portais Là, ta propre face, là, j'aurais des Ouais. petits problèmes. Moi, Je pense que là, on aurait un problème parce que ouais, ça serait un petit peu égoïste. Mais non, moi, ma vie est centrée pas mal toute sur ma famille. Ça. Ben ouais. Très cool. Ouais, Carrie, ben oui, très réussi. Alors, c'est ces achats-là que je me suis fait. Zomblard. Oui, chez Jacha-là. Zomblard, as-tu quelque chose, toi? Moi, c'est tout petit, mais vraiment ridicule, mais j'ai un grand fan, parmi tant d'autres. Ah non. Et oui, mais évidemment. Et il m'a offert un cadeau, Monsieur Jordan Saint-Louis, pour ne pas Ah! le citer. Il m'a fait un cadeau, une cassette VHS du premier Godzilla. Écoutez, j'en tombe des nues tellement c'est incroyable. Et c'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'est ma petite semaine, mais c'est pour glisser un mot à tous mes fans. Je vous aime. Il est Souvent, les tendre. vieux films sur VHS comme ça, j'ai peur parce que le rouge, il bleed un peu, mais dans le contexte d'un film noir et blanc, on dirait que c'est comme moins pertinent. T'es trop technique, Guillaume. Oui, je m'excuse. je vais me Enjoy noyer the dans mon café. ride, la nostalgie, c'est ça qui est Ben oui! important. Je visionne encore des films en VHS parfois. Ça m'arrive. Moi, j'ai deux VHS de branchés dans mon setup, dans le sous-sol. Ouais, on s'en fout. Allez, fais-nous ta bio, mec. Ah ouais, faut parler de Julien Céveillon, notre invité de la semaine. Ben, évidemment, c'est un cinéphile et un auteur français, hein, comme on l'a dit tantôt. Il a été rédac en chef de Mad Asia, qui était le penchant asiatique, évidemment, de Mad Movies. Il a aussi été le rédac en chef du numéro spécial Grindhouse de le hors-série de Mad Movies. Il est directeur de collection chez Cinexploitation, qui est donc une maison d'édition dédiée au cinéma de genre. Il est l'auteur d'ouvrages aussi variés. Il y a beaucoup de trucs qui sont liés à la culture asiatique. Donc, le cinéma enragé au Japon, paru en 2006. Un livre sur la Blaxploitation, donc vous savez, le courant des années 70, très soul, en 2008. Le cinéma catégorie 3, donc le cinéma chinois extrême, donc des films comme Honto Story. Il a écrit un livre là-dessus en 2009, donc le cinéma chinois de Hong Kong, il faut spécifier. Il a écrit un livre aussi sur l'auteur de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, en 2012. Un ouvrage aussi sur George Romero que Zomblard montrait tout à l'heure, qui est apparu initialement en 2017. Il écrit un livre sur le film Maniac de Bill Lustig en 2019. Il a aussi écrit ces deux tomes-là sur Massacre à la tronçonneuse de Texas Chainsaw Massacre. Ouais, t'oublies quand même de dire que le livre sur Romero, il est sorti à l'époque, mais il est ressorti. Oui, il vient de ressortir. Et c'est même écrit ici, là. La version édition augmentée. Augmentée. Alors, c'est quoi cette bio merde. Ben, j'ai dit initialement, fait que, tu sais, c'est bien beau, là. Et un ouvrage sur Satoshi Kon aussi, donc l'auteur de Paprika, Perfect Blue, oui. Et collaboré à un paquet de livres aussi, là, avec plusieurs auteurs, dont un livre sur un de mes prefs au niveau cinéma italien, Lucio Fulci, poète du macabre. Donc, ben, on peut maintenant accueillir Julien Céveillon parmi nous. Hey, bonjour Julien, ça va bien? Bonjour à vous, ça va? Oui, merci d'avoir accepté notre invitation.
Écoute, Julien, il y a quelqu'un dans notre équipe qui nous a vraiment buggé avec ça. Il a dit, il faut que je fasse l'entrevue avec Julien. Je l'aime, ce gars-là, ça n'a juste pas de sens. Je suis comme un fan fini de lui. Et c'est Christophe. Alors, Christophe, voici Ben oui. ta chance. Tu peux interviewer Julien. Ben oui, mais tu sais, Julien, nous, on commence souvent nos entrevues on essaie de savoir d'où ça vient, cette passion-là pour l'horreur, chez nos invités. Pour toi, ça a commencé comment? Est-ce que tu te rappelles du tout premier film d'horreur que tu as visionné, trop jeune? Le tout premier film d'horreur, j'aurais du mal à te dire exactement. J'ai cette passion pour le cinéma fantastique et d'horreur depuis vraiment tout petit. Je pense que c'est lié en partie à mes origines. Moi, je suis breton. Et j'ai vraiment baigné depuis que j'étais tout petit dans toutes les légendes bretonnes où il est énormément question de la mort, l'encou, où il y a beaucoup de récits avec des esprits de marins qui reviennent hanter les vivants. Donc ma mère, elle me lisait ça quand j'avais 5-6 ans, donc j'ai développé très naturellement un goût pour l'horreur. Après, mes parents se sont un petit peu étonnés que j'adore ce genre de cinéma, mais comme je disais à ma mère, j'ai fait, t'es un petit peu responsable, voilà, l'encou, t'es un petit peu responsable de ça. Et très naturellement. Est-ce que tes parents étaient cinéphiles? Mes parents sont cinéphiles en plus, oui. Oui. Okay. Mais par contre, cinéphiles très traditionnels. Okay. C'est-à-dire qu'ils étaient plus marqués, on va dire, par la nouvelle vague française, John Ford, West Side Story, que par le cinéma de genre. Okay. Ils ont du mal à comprendre mes goûts à ce niveau-là, quoi. Et puis j'ai grandi un petit peu dans un quartier, moi je le compare souvent à la 42e rue new-yorkaise. C'était un quartier où il y avait énormément de cinéma de quartier, il y avait la prostitution, il y avait de la drogue, et on retrouvait un petit peu tout ce même foisonnement chaotique. Et il y avait un cinéma dans ce quartier, j'étais à 50 mètres, qui s'appelait Le Brady, et Le Brady était spécialisé dans les films d'horreur. Et donc, dès l'âge de 5-6 ans, je passais tout le temps devant, je m'arrêtais pour voir les devantures, pour regarder les affiches, les photos d'exploitation, et j'étais totalement fasciné par ça. Puis, est-ce que tu te souviens du moment où tu as pu aller voir un film enfin dans ce fameux cinéma qui te fascinait autant? C'est simple, en France, à l'époque, il y avait une interdiction au moins de 13 ans pour les films d'horreur. Donc, dès que j'ai eu 13 ans, j'y ai été. Parce qu'avant, c'était... même si c'était un cinéma de quartier qui était assez laxiste sur certains points, je ne pouvais pas rentrer avant 13 ans. Mais dès que j'ai eu 13 ans, voilà, ça a été la première chose que j'ai faite. OK. Est-ce que tu es le genre de personne à avoir peur quand tu écoutes des films? Est-ce qu'il y a un film qui t'a fait peur, enfant, qui t'a marqué encore aujourd'hui? Écoute, il y en a pas mal, oui, heureusement, parce que sinon, ce serait un petit peu décevant d'être amateur de films d'horreur et pas de pas avoir peur, justement, en les voyant. En vrai, comme ça, je te dirais L'Exorciste. Ah oui, hein? Quand je l'ai vu, et pourtant, je l'ai vu tardivement. Hein. Je crois que j'avais 17 ans, j'ai été le voir au cinéma. Pour te dire, je suis rentré chez moi, on n'est pas du tout croyant dans ma famille, mais il y a une Bible. J'ai quand même pris la Bible pour lire les premiers passages, tellement le film m'a fait flipper. Ring, ça a été quelque chose, et ça continue encore. L'original. Oui, je m'en ai dit la version japonaise, ouais, d'accord. Ça, pas l'américain, ça. Il n'existe même pas dans mon champ de vision. Non? Il était quand même réussi, l'américain. Non, mais tu parles à Julien, là, quand même. C'est l'expert en asiate. Et puis, il y a un film qui me fout vraiment la trouille, que j'adore, mais que je suis incapable de revoir, c'est La Secte sans nom. C'est tellement, je le trouve tellement fort, tellement intense. Ça fait des années, je me dis, il faut que je le revoie, mais je réussis pas à franchir le pas. Vraiment. De Balaguero, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Okay. De Nameless, si je ne m'abuse en anglais. Absolument. C'est ça. Qui était tiré d'un roman à la base. Et il a un roman anglais, il a retransposé tout ça en Espagne et il a fait un film qui est d'une intensité avec un final. Un des trucs les plus chocs que j'ai jamais vu. Au début, la première fois qu'on le voit, à la limite, on a un petit peu cet effet « Ah, ça se finit comme ça », mais ça se développe dans le temps. En fait, tu sors du cinéma, tu réfléchis quelques heures après, et tu es là, tu fais « C'est le truc le plus atroce que j'ai jamais vu ». J'ai jamais visionné ce film. Pardon? J'ai jamais visionné ce film, ça manque à ma culture. Il faut le voir, il faut le voir.
Sinon, tu sais, bon, on parle de cinéphilie, tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte que tu étais cinéphile? Est-ce qu'il y a un réalisateur que tu as commencé à suivre? Est-ce que tu te souviens? C'était qui le premier? Ouais, malgré tout, je pense que j'ai eu assez tôt un attachement particulier avec Romero, parce que son univers, ses films, Romero fait vraiment partie de ces cinéastes où, pour moi, il y a quasiment une filmographie parfaite. Il n'y a pas de film où je peux dire, il y a peut-être des films qui sont un peu moins bons. Par exemple, Deux yeux diaboliques, oui, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est toujours mieux que le plus grand film de Nombre de tâcherons. Et Romero, oui, j'ai un attachement parce que les thèmes qu'il développe, les sujets m'interpellent à de nombreux niveaux. Et puis ces films restent pour moi tous de bout en bout éblouissants. Je sais que je risque de te choquer, mais j'ai vu Martin. Et Pas Martin Bruyère. non, le film de Romero, Martin, je suis désolé en avance, hein, mais je me suis endormi. Hein. Pour moi, j'ai trouvé ça difficile. Bon, On a eu cet argument-là cette semaine, justement, sur Facebook. On discute ensemble. On a un chat, évidemment, pour parler de nos sujets, tout ça, des prochains podcasts. Puis, les gars parlaient de Martin, le film de Romero, que moi, j'ai beaucoup aimé, par contre, mais ça fait quand même, je dirais, une bonne vingtaine d'années que j'ai vu. Mais je trouvais que c'était vraiment intéressant la façon qu'il déconstruisait le mythe du vampire, qu'il l'amenait au niveau contemporain, plus réaliste aussi, avec ce jeune marginal avec sa lame de rasoir. Puis on se demande toujours si c'est pas tout dans sa tête, est-ce qu'il est vraiment vampire. Moi j'avais aimé ça, mais je sais pas si la façon qu'on regarde des films aujourd'hui, le rythme fonctionne encore aussi bien. Mais dans mon souvenir, c'est un film assez lent. tout à fait. Mais là, tu fais une remarque qui est super intéressante parce que j'ai eu l'occasion, il y a 2 mois, de présenter Zombie au Festival des Utopiales à Nantes. Dawn of the Dead, oui. Ouais. Et donc, un public qui connaissait pas Romero, qui n'était pas familier forcément avec son cinéma. Il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes là. Et je dis, voilà, c'est un film qui est quand même très intense, c'est un classique du cinéma. Et moi, je reste pour le regarder à nouveau, parce que bon, sur grand écran, c'est toujours un plaisir. Ben oui. Et en fait, plus le film avance, et plus j'entends des soupirs dans la salle. Oh non. Plus je commence à entendre des gens qui disent « mais c'est nul », des gens qui sont en train de souffler, des gens qui rigolent à des moments qui ne sont pas du tout drôles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une fracture, en fait, au niveau de la cinéphilie, enfin, ou des amateurs, entre notre génération, on va dire tous les gens qui ont grandi dans les années 70, 80, 90, et ceux qui sont nés à la fin des années 90, début des années 2000, en fait, qui voient un film comme Zombie et qui, pour eux, c'est juste un espèce de navet tout juste bon à regarder en mangeant du popcorn et des frites, quoi. Mm-hmm. C'est dommage quand même, tu sais, que, bon, évidemment, ça, c'est propre aux jeunes. Quand on a moins de connaissances, évidemment, on compare avec ce qu'on connaît, mais quand en tant que cinéphile, on recule, on se remet, on se retranspose dans le contexte de l'époque, de qu'est-ce qui avait été fait à ce moment-là, là, on comprend que on repoussait les limites à ce moment-là. C'est sûr qu'évidemment, le cinéma a changé depuis, mais il faut être capable de prendre ce pas de recul pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était. Ouais, c'est ça que je m'en allais dire, parce que moi, en tant que cinéphile, j'ai toujours évité les films en noir et blanc d'horreur, parce que c'était pas comment, c'était en noir et blanc et tout. Et depuis Les films des années 30-40. Oui, c'est ça. Et depuis que Gabriel est avec moi et que j'y ai montré, tu sais, ce genre de Ça, c'est la film-là, fille de Martin, ça, Julien. Gabriel. j'ai apprécié les Universal Monsters, les films en noir et blanc. Et tu sais, en tant que cinéphile, il faut que tu le regardes d'une autre façon, tu sais. La vraie cinéphilie ne s'arrête pas à une seule période. Je veux dire, Mais non. nous, on écoute des films. Je veux dire, moi, je suis né en 82, mais ça ne va pas m'empêcher d'écouter un film qui a été fait dans les années 50, 40, 30, Mais ouais. puis ça remonte même plus loin que ça, et d'avoir du plaisir à les écouter. Donc, mais ça découle d'avoir une certaine culture historique aussi, parce que tu as besoin d'être capable de concevoir ce contexte-là dans lequel il a été fait. Donc, c'est probablement un manque potentiel de culture historique qui te permet de remettre le film dans son contexte. C'est potentiellement ça qui est le problème, en fait.
C'est Hey, ça. Julien, le show approche, mais va vite en titi. So, on va y aller avec les questions à rafale. Yes. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Ça, comme on t'a expliqué tantôt, j'ai fait de la recherche un peu pour savoir quel genre de questions que je pouvais te demander. C'est pas à prendre au sérieux, il y a des questions plutôt humoristiques là-dedans. Alors, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Si Satoshi Kon était un réalisateur américain, qui serait-il? Je vais prendre Darren Aronofsky, vu qu'il s'est très inspiré de son travail. Ah. Ouais, bon choix, bon choix. Si Massacre à la tronçonneuse était un film de Disney, quelle en serait la prémisse? C'est très dur. Un chasseur tue Bambi et le coupe en rondelles non, la mère de Bambi, pardon, la mère de Bambi, et Bambi cherche à se venger par la suite. Selon toi, est-ce que la copie retrouvée du film Martin d'une durée de 3h30 sera meilleure ou pire que la version originale? Meilleur. Meilleure. Tu sais, Zombler, il a dit, là, c'est d'un ennui mortel, mais à 3h30... Ouais, ça peut pas être pire, hein. Désolé, Julien. Il dit, ça peut pas être pire. 3h30, Zombler, là. Si tu avais à écrire un autre livre sur la vie d'un réalisateur d'horreur, qui choisirais-tu et pourquoi? Parce que tu es sûrement en train d'en écrire un, présent. Oui, voilà. J'ai envie de te dire, oui, déjà, il y en a plusieurs qui sont sur le feu. Je me suis longtemps tâté, en fait, pour écrire sur la toute première partie de carrière de Toby Hooper. Oh, Mais je pense que je vais pas le faire au final. Parfait. Arrow Video te donne la chance de choisir un film d'horreur à ajouter à leur collection. Lequel choisis-tu? Wow. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Allez, Le Lac de Dracula, le film japonais. Ah, c'est bon. Le meilleur film de George Romero est Creepshow. Vrai ou faux? Et dis-moi pourquoi. Faux. Faux parce que je préfère La Nuit des Morts Vivants. Et je comprends ça. Je suis un méga fan, moi aussi, de George Romero. Je l'ai rencontré. Il était tellement gentil, cet homme. Mais Creepshow va toujours rester le meilleur film de George Romero. pour toi. Oui, pour moi. L'écran fantastique est-il un A, un écran dans lequel tu peux voyager à travers tes films favoris, B, une crème solaire pour les cinéastes, ou C, l'un des meilleurs magazines du genre au monde? Je dirais C quand même, parce que moi j'ai grandi avec l'écran fantastique. Ça a été le premier magazine que j'ai commencé à lire et j'étais vraiment enthousiaste par les gros dossiers qu'il faisait à l'époque. Enfin, faut se remettre dans les années 80 quand il faisait des 15 pages sur, je sais pas, les dinosaures au cinéma. C'était incroyable. On n'avait pas cette somme de matériel de référence. Et maintenant, je le lis moins régulièrement, mais ça m'arrive encore assez souvent de l'acheter quand il y a des interviews ou des dossiers dedans qui m'intéressent en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Moi, tu sais, nous autres, dans notre ville, on avait juste le Fangoria Gorzone, mais j'aurais tellement aimé que l'écran fantastique soit disponible à ce moment-là. Si Toby Hooper était un chanteur populaire, quel genre de musique chanterait-il? Bah, du punk, évidemment. Le cinéma d'horreur japonais ou le cinéma d'horreur italien, et pourquoi? Lequel tu choisis? Je te dirais comme le cinéma d'horreur japonais parce que j'ai des liens, une affection plus forte, plus particulière avec ce cinéma-là. Mais j'ai été énormément marqué aussi par le cinéma populaire italien et d'horreur. Enfin, les films de Fulci, j'ai revu encore il y a 2-3 semaines Frayeur. Et ça fait peut-être 15 ans que je ne l'avais pas revu et j'ai trouvé le film aussi sublime, aussi merveilleux, aussi poétique et macabre que dans mes souvenirs. Ça vieillit pas du tout. Non, À l'au-delà, un Ah ouais, j'adore ce film. Tu es un tueur dans un nouveau film d'horreur. Quelle est ton arme de prédilection entre les choix suivants? Une barre de savon,
un vibrateur ou une scie mécanique pour enfants? Un vibrateur. On n'a pas vu ça dans le cinéma slasher, hein? Il n'y a pas eu de meurtre au vibrateur, hein? C'est ça, Je suis certain que ça existe en quelque part. Parce que dans, si- dans des versions porno, là. Ouais, c'est ça. S'il y a un film qui s'appelle Killer Condom, il doit y avoir quelque chose avec un vibrateur à quelque part. Ouais, peut-être. Le cinéma d'exploitation est-il un cinéma qui exploite les gens selon toi? Qui exploite les gens, non, mais qui exploite des sujets, oui. Si on t'offrait un emploi à temps plein au Québec en tant que rédacteur en chef pour un magazine d'horreur, est-ce que tu déménagerais? Ah, ce serait tentant. Écoute, mais moi, je suis bien en Bretagne. Je reste en Bretagne. Parfait. Mais écoute, je ferais bien des allers-retours pour venir vous voir parce que le Québec me plaît beaucoup et c'est une destination où je dois me rendre depuis un petit moment. S'il n'y avait pas eu le Covid, en fait, j'aurais dû venir déjà il y a 2 ans. Et le Covid est tombé pile au moment où j'avais mes billets pour venir et ça n'a pas pu se faire. Mais Julien, c'est dangereux parce que, regarde, Zomblar, c'est ce qu'il a fait, puis il a décidé de rester, ça. On est pogné avec, là. Ouais, on n'est pas avec. Ouais, mais c'est bon, vas-y, viens, Julien, au moins on sera deux. Et la dernière question qu'on demande à tous les invités, Freddy ou Jason? Ouais, plus Freddy, malgré tout, même si voilà, je suis très critique des deux franchises. Ouais, j'ai un attachement quand même un peu plus fort pour Freddy. Moi, les gars, je pense qu'on devrait arrêter de poser cette question-là. Non! Ça fait longtemps Ouais, c'est vrai que Freddy a a gagné. gagné, ça c'est clair. Là. Mais ouais, c'est ça, moi et Martin, on est Team Freddy, puis Zomblar et Steve, qui est là habituellement, est très Jason, donc c'est tout le temps le fun de s'obstiner sur... Guillaume semble être Freddy aussi, je me Oui, trompe hein? pas, Guillaume? Ma culture de Jason n'est pas assez grande pour prendre une décision. J'aime beaucoup Ouais. Freddy. Ouais. J'aime le fait que j'ai l'impression de voir un chat qui joue avec ses victimes. Mais là, il faut que je m'installe dans Jason. On y reviendra. Puis Bonne de toute chance. façon, tu sais, celui qui a engendré tout ça, là, c'est Leatherface. C'est lui le croque-mitaine suprême. Tu sais, moi, je voudrais amener ça. Tu sais, j'avais d'autres questions sur Romero, tout ça, mais parlons un peu de Texas Chainsaw Massacre. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as vu le film de Tobe Hooper, l'original? Alors, j'ai pas tous les souvenirs, mais j'ai plus un souvenir de la façon dont je me sentais après avoir vu le film. Je l'ai vu en VHS. Hein, Ouais. En France, il était sorti, il avait été distribué par René Château. Oui, Donc, je me rappelle de la pochette magnifique. Et c'est cette vidéo que j'ai vue. Et je me souviens juste voir un film qui était... on se sent pas bien quand on le voit. Je me sentais sale à le regarder. Et je me souviens, après l'avoir vu, j'étais un petit peu comme poisseux, comme souillé, pas bien dans ma peau. Ouais. Vraiment une véritable gêne. Et une petite anecdote, 2-3 semaines après, j'invite des copains et des copines à la maison. Et je leur dis, tenez, j'ai un super film, Massacre à la tronçonneuse. Normalement, on était parti pour passer tout le week-end ensemble, tout le monde devait rester à la maison. Et je leur dis, tenez, il y a ce film-là, je le mets dans le magnétoscope. Par contre, moi, je t'avoue, je ne suis pas capable de le regarder à nouveau. Donc, je reste dans ma chambre à bouquiner. Et tous mes potes le regardent, le film se finit et tout le monde est parti. En fait, ils ont fait, ah, tu nous as démoralisé avec ce film, c'est bon, le week-end, il est fini. Donc, c'est un film, je pense, qui avait la capacité il te prend à la gorge et il t'emmène dans des territoires. T'as vraiment pas l'habitude qu'un film t'amène dans des telles zones. T'es pas du tout dans tes zones de confort habituelles. T'es pas du tout face à un type de cinéma où tu vas trouver tes repères, où tu sais, où tu vas te sentir un petit peu en sécurité, quoi. Le film, dès le début, il te saisit par la gorge et pendant 90 minutes, il te secoue comme ça, il te lâche juste à la fin. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à soutenir maintenant. Est-ce que ça fonctionne encore avec les nouvelles générations, ceux qui sont nés après les années 2000? Ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas non plus, mais il faut se retransposer encore une fois à l'époque. Puis quand on regarde ce film-là, moi mon ressenti, la première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression d'écouter un documentaire, de visionner un documentaire. Le côté granuleux, c'était 16 mm, c'était non le léché, soleil. là. C'est ça, exactement. Brutal. Puis tu sais, juste
tout le côté inspiré de l'histoire de Ed Gein avec les mobiles, les ossements partout, la peau humaine, tout ça, c'était comme... Allez, le gars, il est reparti pour discuter. Julien, c'est super important. Écoute, j'ai ces chefs-d'œuvre là. Ben oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est sérieusement. Bon, déjà, quand on voit ça, on se doute bien que t'es un grand malade. Ouais. Comment t'as fait pour réunir cette somme d'informations? Moi, j'hallucine complètement. C'est un travail fabuleux. Bah écoute, j'ai passé 6 ans en fait pour venir à bout de ces 2 volumes. Ça a été énormément de recherches, beaucoup de prises de contact, déjà avec tous les gens qui ont travaillé sur les différents films, en particulier le premier bien évidemment, mais aussi les 7 autres qui ont suivi. Beaucoup de recherches dans des archives, donc j'ai réussi à avoir accès aussi à certaines archives personnelles, beaucoup de recherches dans des archives de journaux aussi, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Quand on évoque la sortie d'un film de 74, il y a effectivement, il y a des films il y a des livres qui vont se contenter de prendre des chroniques qui ont été publiées dans les années 2000. Mais je vois pas du tout l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le film a été réceptionné à l'époque, comment la critique l'a pris. Et je voulais vraiment donner cette vision très large aux États-Unis de la réception initiale de Massacre à la tronçonneuse. J'en parle un petit peu aussi au Canada, comment il a été accueilli. Notamment, il a reçu quelques problèmes avec la censure du côté d'Ottawa, si je me souviens bien. Et bien sûr, après tous les problèmes qu'il a connus en France avec la censure, là, ça a été encore pire, quoi. Mais c'est ça, en France, il avait été banni longtemps en France. Hein? C'est ça. Ouais, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pu avoir accès au registre original du CNC, donc j'ai eu tous les rapports de discussion de la commission, avec les votes, y compris les petits votes. Hein. J'avais tout ça, j'ai pu voir qui avait voté pour l'interdiction, qui avait voté pour l'autorisation, tous les commentaires qui ont été écrits, dans les documents, très amusants aussi, des lettres qui avaient été écrites par des citoyens lambda, comme ça, qui avaient écrit au CNC, donc le Centre national de la cinématographie, pour leur reprocher d'avoir autorisé la sortie d'un film comme Massacre à la tronçonneuse. Il y a quelques lettres haineuses qui sont assez incroyables. Ça devait être désopilant quand même de pouvoir lire ça. Ah oui, on se plonge dans quelque chose d'assez incroyable, ouais. Wow. Non, mais pour vrai, tu sais, puis j'ai lu les 2 tomes comme Zomblar. J'ai eu beaucoup de plaisir. Moi, c'est ma franchise horrifique préférée. Franchise préférée, je dirais Alien, mais Massacre à la tronçonneuse, c'était vraiment agréable de pouvoir voir un peu comment ça a été l'expérience de tes compatriotes français sur Letterface, puis qui ont eu beaucoup, j'ai eu le bonheur de les recevoir sur mon podcast aussi, puis discuter de le remontage par le studio, tout ça. C'était vraiment le fun de pouvoir avoir au moins accès à des bouts du script que tu as pu inclure dans ton livre aussi, parce que la version, on ne peut pas la voir. Toi, tu as eu la chance de le voir, je pense. Hein? Oui, ouais, qui est... Alors, la première version que j'ai vue, ça a été la version officielle. Donc, le film tel qu'il est sorti, tel que tout le monde le connaît. Et moi, j'ai été bluffé par le film. Je l'ai trouvé quand même, j'ai trouvé magnifique par les partis pris esthétiques, par la façon de diriger l'histoire dans une direction qui n'avait jamais été prise auparavant. Mais je savais effectivement, Bustier et Maury m'avaient bien prévenu. Ils m'ont dit, attends, c'est pas notre film, c'est pas vraiment comme ça. Et quand ils m'ont montré véritablement leur montage, effectivement, on se rend compte que eux ils développaient beaucoup plus loin encore toute cette esthétique très lumineuse, très colorée. Dramatique, là. Ouais, et puis qui se focalisait énormément plus sur les personnages. Il y avait beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'interaction. C'est un film extrêmement riche, d'une beauté extraordinaire, et j'espère qu'un jour ils réussiront à pouvoir sortir leur director's cut, quoi, parce que ça fait vraiment partie de ces films qui ont été un petit peu castrés par un distributeur qui ne sait pas quoi en faire, quoi. C'était une proposition, tu sais, puis je termine avant qu'on aille à la salade cervicale. C'était une proposition qui était vraiment couillue pour un 8e film d'une franchise. Si on avait au moins pu les laisser faire comme le plan initial, donc ça aurait pas donné un peu
je dirais pas un ratage. Moi, j'ai quand même apprécié la version remontée quand même, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Tu sais, on a des avis très différents dans l'équipe aussi sur ce film. Mais là, on va laisser Guillaume aller à sa salade cervicale. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Salade cervicale. Yes. Le hasard fait bien les choses. On parlait de Toby Hooper et je vais continuer dans cette même lignée-là. Yes. J'ai récemment... Alors, Julien, pour te remettre un peu en contexte, moi, j'arrive sur le tard dans les films d'horreur et je suis en train de me rééduquer. Donc, il y a certains films que j'avais pas vus ou que j'ai pas vus depuis longtemps et je les réécoute. Et récemment, j'ai réécouté, je pense que je l'avais jamais vu au complet, Poltergeist. Oh! Que j'ai adoré. En fait, j'ai beaucoup aimé le film. Mais je le regarde maintenant, bon, on le regarde de quelqu'un qui a 39 ans, qui a de l'expérience en cinéma, en montage, etc. Et éventuellement, pendant le film, arrive une scène, une coupure entre deux scènes, et qui allume des red flags dans ma tête. Pour moi, je suis comme, mais c'est quoi cette coupe? Zomblas, si tu veux jouer l'extrait que je t'ai envoyé. No air, except that you can breathe. And you're getting pulled along in the... Hi, Ben. Oh, Mr. Taylor. Hi. Look, my TV's not on, so Oh, no. you're having problems. Ah ouais, hein? Ce n'est pas un remontage. Le film est comme ça, les prints sont comme ça, les VHS, les DVD, les Blu-ray en streaming, c'est ça. On dirait que l'aiguille du vinyle a sauté. Exact. Et là, bon, moi qui est monteur, je me disais non, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. S'ils avaient voulu faire cette coupe-là, ils auraient fait quelque chose avec l'audio, ils auraient fait un overlap sonore. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai fait la recherche. Et j'ai découvert que la scène n'arrêtait pas là. Et il y a une explication derrière ça. Donc, au début de cette scène-là, qui est la première scène dans laquelle le père se fait expliquer par la mère et la petite fille que les meubles se déplacent tout seuls dans la cuisine, au début de la scène, la petite fille dit « Maman a même pas fait le souper. » Et sa mère lui dit « C'est correct, on va aller tantôt au Pizza Hut. » Et la scène continue. Vers la fin de la scène, donc après le moment où ça coupe, les parents se mettent à s'obstiner, commencent à dire « Ouais, ben là, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être le voisin qui a acheté une télécommande hyper technologique qui fait des trucs comme ça. » Donc, ils essaient d'expliquer avec le voisin pourquoi les meubles se déplacent tout seuls dans la pièce. Et la petite fille disait... En fait, la petite fille passait un commentaire en background qui disait « Mais j'aime même pas ça, Pizza Hut. » Et là, la scène continuait. La petite fille s'assoyait au centre du rond. Personne ne la regardait. Elle se faisait projeter vers l'avant. Personne n'était là pour l'attraper. Donc, elle rentrait dans le mur. Le casque brise, le mur brise. Elle est un peu sonnée, mais pas complètement... elle n'est pas blessée. Elle est juste un peu sonnée. Et là, elle regardait sa mère. Elle disait « Vous avez promis une pizza. » Bon, ça, c'était la scène telle qu'elle a été scénarisée et tournée. Maintenant, peu de temps avant la sortie du film, Pizza Hut a entendu parler de cette scène-là. Ont contacté le distributeur et ont dit ça ne sort pas. Parce que c'est pas vrai, on ne veut pas qu'une petite fille aille dans sa bouche les mots « j'aime pas ça, Pizza Hut ». Et donc, le distributeur a forcé tous les cinémas, parce que les prints avaient été faits, donc toutes les salles de cinéma avaient les bobines entre les mains. Donc, le distributeur a contacté toutes les salles de cinéma en disant « Vous allez couper entre tel frame et tel frame, vous enlevez ce segment-là, vous collez ces deux frames-là ensemble et that's it. » Donc, tous les prints physiques, VHS, DVD, Blu-ray, streaming, ont cette coupure-là qui est absolument désagréable à regarder à cause de Pizza Hut qui n'a pas voulu que la petite fille dise « J'aime pas ça, Pizza Hut ». Fait que là, c'est le projectionniste qui a coupé ça de façon très arbitraire, soit que ça sonne un peu rajouté. Exactement. Mais est-elle en quelque part, cette scène-là? J'assume qu'elle est à quelque part dans un deleted scene. Je serais très curieux de la voir. Donc là, je vais mettre la main sur ce deleted scene-là parce que... Savoureux. C'est savoureux. C'est aussi bon qu'une pointe de pizza. Ouais, mais j'aime pas ça, pizza. Et donc, c'était mon salade cervicale d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Moi, je suis un gros fan de Poltergeist, puis j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. Parlons de Poltergeist un petit peu, Julien, parce que bon, il y a des mauvaises langues qui disent que c'est Spielberg, le producteur, qui avait aussi... qui est à l'origine de l'histoire de Poltergeist, qui aurait réalisé le film en coulisses, qui aurait tiré les ficelles, parce qu'on le voit sur les photos promo, quand les caméras étaient là, les journalistes, ben,
Spielberg était là, puis il donnait un coup de main à son ami Toby Hooper. Mais toi, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé sur le tournage? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Alors, je donne un petit peu une réponse dans le livre. J'ai retrouvé une interview de Steven Spielberg, en fait, qui avait été publiée dans Première, l'édition française de Première, au début des années 80. Et personne n'y a jamais fait attention parce que les amateurs de cinéma fantastique et d'horreur le disent généralement pas Première. Et dans ce numéro, en fait, il reconnaît la paternité de la réalisation du film. Spielberg. Et c'est la seule et unique fois qu'il le dit. Parce que, en fait, il ne pouvait pas se permettre de le reconnaître pour des histoires légales. Il est en train de tourner E.T. pour des histoires de droit, il ne peut pas être impliqué sur un autre film. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Toby Hooper était bien là, sur le tournage. Il était présent. Steven Spielberg était aussi présent, mais étant donné que c'est un producteur extrêmement intrusif, il a eu tendance à prendre en charge beaucoup de scènes. Le statut légal de réalisateur revient de fait à Toby Hooper. Maintenant, qui a été le plus présent? Voilà, on connaît un petit peu les histoires. On a des acteurs, une actrice notamment qui dit Toby Hooper, moi je l'ai jamais vu. Je pense que c'est une exagération tout de même, parce que malgré tout, il était présent sur le set. Est-ce qu'il était véritablement en charge de toutes les scènes? On sait que les deux, il était là, en tout cas, sur le tournage de toutes les scènes. Est-ce que c'est lui qui disait à chaque fois action, cut? Je ne sais pas. Et je pense qu'on n'aura jamais véritablement le fin mot de l'histoire là-dessus. Néanmoins, cette interview, pour moi, de Spielberg, elle est essentielle parce que sur toutes les interviews qu'on a de lui, en particulier dans la presse anglo-saxonne, à chaque fois, c'est non, c'est Toby Hooper qui l'a fait. Voilà, mais parce qu'il sait qu'il est tenu, il risque un procès derrière. Il y a quelque chose, il y a des droits légaux, il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. Et là, avec la presse française, je pense que ça lui a échappé. Il ne voulait pas le dire. Mais voilà, le fait est là, il reconnaît totalement la paternité du film dans cette interview. Et je pense que ce n'est pas anecdotique. Non, clairement pas. Puis quand on regarde le film, pour ce qui est, c'est clairement un film. On sent la vibe. Exactement. Justement, la direction des acteurs, la qualité des effets. C'est la première fois qu'il y avait un gros budget comme ça entre les mains de Toby Hooper. Puis j'imagine qu'à ce moment-là, il s'est dit, ben, j'ai Spielberg, je vais écouter ce qu'il dit parce que il sait clairement ce qu'il fait. Hein. Il avait eu quand même beaucoup de succès derrière lui, tout ça. Puis on voit même ses mains, Spielberg, dans le film. La séquence que le gars s'arrache la face en se regardant dans le miroir. Arrête, c'est les mains de Spielberg. Ah! Ouais. Un beau cameo. Mais c'est un film qui m'a traumatisé. Enfant, on parlait de film qui fait peur. Moi, je me faisais garder par un oncle qui avait clairement juste vu le nom Spielberg puis pensait que c'était la suite de E.T. Il m'a mis devant la télé. Je devais avoir 5 ou 6 ans. J'ai pas dormi de la semaine, les cadavres dans la piscine. Le maudit clown! Le clown! Mais à part la vie de Christophe, Julien, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce qui va s'en venir? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'il y a des trucs que tu ne veux pas annoncer, j'imagine, là maintenant. Écoute, parmi les projets, alors il va y avoir une réédition de mon livre sur la catégorie 3. Parce que c'est le livre qu'on me réclame le plus depuis des années. Donc, il va être réédité cette année. Ensuite, il faut que je boucle mon fameux livre sur la Shaw Brothers, qui est annoncé maintenant depuis très longtemps. Et c'est devenu quelque chose d'assez énorme. Donc, ce sera édité, pareil, en 2 volumes. Il va y avoir énormément de photos, énormément de posters, beaucoup d'informations parce qu'en fait, la Shaw Brothers, moi, je reviens véritablement aux origines du studio, c'est-à-dire Shanghai dans les années 20, et je raconte un petit peu toute l'odyssée des frères Shaw des années 20 jusqu'aux années 80. Donc, il y a presque, pas un siècle, mais bon, on a quand même 60 ans de cinéma en Chine, en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong, les coproductions internationales, dont les films d'horreur aussi. Pardon? Dans les films d'horreur aussi, comme Boxers Omen, c'était eux, bien ça? Bien sûr, oui, tout à fait. Boxers Omen, qui est un chef-d'œuvre absolu,
un film merveilleux qui mériterait d'être vu par tous les amateurs. Et donc, oui, je parlerai aussi bien des drames, des romances, des opéras Wang Mei, que des films d'horreur, que les polars, les films fantastiques et bien sûr les films de kung-fu. Mais là, je t'ai coupé, là, mais tu disais Blade Runner, c'était une co-production avec les frères Shaw? Tout à fait. Tout à fait. Et Wow. on l'oublie souvent, mais en fait, si la Shaw Brothers n'avait pas été impliquée, le film n'aurait jamais pu se faire. Wow. Ouais. Puis, je ne sais pas si mes collègues sont au jus de qu'est-ce que c'est la catégorie 3. Je ne sais pas si tu pourrais le faire un petit Moi, je ne topo le là-dessus. suis pas. Alors, catégorie 3, en fait, c'était en 1989, le gouvernement chinois, le gouvernement de Hong Kong a introduit un système de classification pour le cinéma. Auparavant, en fait, il y avait juste une censure sans véritable raison qui était appliquée à tous les films. Et en 89, donc, ils sortent ce système de classification. Catégorie 1, c'est tout public. Catégorie 2, c'est avertissement, personne, enfin, sujet problématique. Et catégorie 3, c'est film interdit au moins de 18 ans. Et en fait, dans ce cadre de films estampillés catégorie 3, il va y avoir toute une explosion de films d'exploitation qui vont arriver. Des films ultra-violents, des films érotiques, des films totalement déviants, mais aussi des films qui abordent des sujets politiques, ce qui n'était pas possible auparavant. Des films qui vont parler, par exemple, d'homosexualité, qui était un sujet qui était totalement tabou. Des films qui vont évoquer les triades, mais de manière peut-être plus historique ou plus en rapport avec les faits réels. Et tous ces films-là vont se retrouver donc estampillés catégorie 3, interdits au moins de 18 ans. Et ça va créer un univers assez particulier parce que ça mélange à la fois des purs films d'exploitation, des films engagés politiquement, des films d'arrêt d'essai. Et c'était un maelstrom cinématographique assez incroyable qui a duré à peu près une décennie. Et c'était pour moi la dernière grande époque où on a pu voir sur la planète des films d'exploitation pure jus. Oui, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est vraiment étrange, tu sais, à quel point c'était arbitraire, justement, le contrôle. Puis, moi, ça me fait penser à tout ce qui est arrivé en Angleterre avec les vidéos nasties au début des années 80. Mais catégorie 3, moi, je me rappelle personnellement, puis là, Zumblard va venir me couper encore, mais dans le quartier chinois à Montréal, on allait chercher des vidéodisques, des VCD, les fameux VCD avec les tracks audio anglais, français. Puis, The Untold Story avec Anthony Wong. Ça, c'est un film de tueur en série complètement fou. Les gars, il faut que vous voyez ce film-là. C'est incroyable. Tout ce qui était aussi les guinea pigs. Hein? Ah ouais, les guinea pigs, c'est une autre histoire, par exemple. Mais ça faisait partie de ça aussi, il me semble. C'était au Japon, ça, par contre. Ah oui, c'est ta raison. Ouais, c'était au Japon. Mais, tu sais, Ebola Syndrome, tous des films qui ont passé à Fantasia, le festival Fantasia par la suite. Ouais. Donc, Julien, il faut que tu viennes à Fantasia quand la COVID va nous le permettre. Là. Écoute, ça fait partie de mes projets depuis des années. C'est vrai que Fantasia, moi, je suis de loin. À chaque fois, je suis ébahi par la programmation qu'il y a. Je me souviens vraiment, Perfect Blue, par exemple, pour revenir parler de Chicone. Les premiers à avoir passé le film, c'est Fantasia. C'est comme ça que moi, j'ai découvert le film. J'ai entendu parler de ces échos qui venaient de Fantasia, où on m'a dit les gens étaient devenus fous, il y avait une queue énorme, on ne pouvait pas rentrer, c'est un animé incroyable. Et donc, j'ai attendu 1 an de pouvoir le voir. Mais Fantasia, effectivement, depuis très longtemps, a une réputation de découvreur de talent, de films incroyables. Et ouais, j'espère pouvoir venir. Ben, c'est vraiment le festival pour toi. Tu sais, c'est le premier festival qui est passé. Ring aussi. C'est le festival un peu qui a sorti Takashi Miike en Amérique du Nord. Donc, vraiment, je pense qu'on est rendu aussi maintenant au moment où, parce qu'il y a plein d'anecdotes qui se passent au Festival Fantasia. Donc, on est rendu au moment où, Julien, on aimerait ça que tu nous racontes une petite anecdote liée à ta passion pour le cinéma de genre. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Alors, on oublie de te dire que... Jingle. Voilà. Alors, ouais, c'est ça, je suis désolé, Julien, mais tu vois, ce gars-là, arrête pas de parler, et en plus, il présente mal, donc excuse-moi pour lui. Ouais. Il n'y a pas de souci. Écoute, je vais te faire une petite anecdote qui m'est revenue à la tête il y a pas longtemps.
J'étais à Strasbourg. Donc moi, je suis né, j'ai grandi à Strasbourg-Saint-Denis, donc quartier un petit peu turbulent. Ok. Et je traînais souvent dans un fast-food là-bas avec mon meilleur pote, donc juste à la sortie du métro. Et quelques jours après le festival du film asiatique de Deauville, je vois sortir du métro à ce moment-là un réalisateur thaï, je ne vais pas vous dire son nom, avec toute son équipe. Et j'avais sympathisé avec eux à Deauville et tout ça, donc je sors tout de suite du fast-food, je vais le voir, ils me reconnaissent, on discute. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Parce que c'est pas un coin touristique, vraiment pas. Ça peut être dangereux par certains côtés. Il dit, bah écoute, donc on parle en anglais évidemment. On m'a dit qu'ici il y avait des sex shops et je veux faire des cadeaux pour un ami. Je dis, bah écoute, C'est pas vrai. je connais bien le quartier. Donc je l'emmène, donc j'amène le réalisateur, il y a l'acteur principal, je crois qu'il y a sa femme aussi. Et l'acteur principal est très, 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 très gêné, un petit peu. Et en fait, petit à petit, le réalisateur me dit qu'il cherche en fait des godemichés pour un pote. Et on va donc dans un premier sex shop. Et je discute donc avec le vendeur du sex shop. Je dis, voilà, mon ami ici cherche des godemichés. Alors, il sort des godemichés. Et à chaque fois, le réalisateur dit, non, non, c'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit. Et on se trouve à la fin, je te jure, le gars sort un godemiché, mais c'est même pas humain. C'est-à-dire, je sais même pas si une baleine peut avoir un sexe de cette taille-là. Et le réalisateur est encore en train de dire, non, non, c'est trop petit, je cherche plus grand. L'acteur principal qui est avec moi est livide, rouge, chaîné, il sait plus quoi dire. Le réalisateur, pour se justifier, il dit un peu « Non, non, mais je connais, c'est pour un ami, je sais qu'il aime quand c'est très, très gros. » Oh my God. Et donc, on va se retrouver à faire comme ça 5-6 boutiques, 5-6 chaque shop de la rue Saint-Denis. Et au final, il n'a pas trouvé de godemiché suffisamment gros. Oh my God. Est-ce qu'il est encore en vie, ce réalisateur-là? Oui, il est encore en vie. C'est pour ça que je ne te donnerai pas son nom. OK. Probablement parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait pas. Donc, un réalisateur américain qui aurait tourné dans les années... Non, un réalisateur Thaïlandais. OK. Wow. Je ne cherche pas pour qui, OK, Christophe, on ne veut pas le savoir. Non, c'est une excellente anecdote. Mais tout à l'heure, on parlait au début, parce que là, tu me fais penser que tu parlais de ce quartier-là d'où tu venais, ton cinéma, ça ressemblait à New York, la 42nd Street. Tu as écrit un livre sur Maniac. Pourquoi ce film-là est devenu culte, selon toi? Alors, je pense qu'il est devenu culte aussi dans le temps parce qu'il y a toute une atmosphère urbaine très, très particulière. Il y a tout un environnement comme ça qui renvoie, pour ceux qui ont vu le film, qui renvoie à une époque. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'un certain côté une certaine nostalgie. Après, le film est d'une radicalité qu'on n'avait jamais vue à l'époque, en 82. Il y a quelque chose qui est vraiment extrêmement brutal dedans, sans concession. Et c'est vraiment ce que voulait faire William Lustig. Il voulait faire un film d'exploitation qui va jusqu'au bout, qui ne s'arrête pas à ces films où effectivement on a des magnifiques posters qui promettent beaucoup de choses. Mais en fait, quand on voit le film, on fait « mais où sont les litres de sang qu'on voit sur l'affiche? Où sont les massacres? Il n'y a rien. » Alors que Maniac, l'affiche et le film sont totalement en accord. On voit un film qui s'appelle Maniac et là, on a pendant 90 minutes, effectivement, on se retrouve dans la tête d'un psychopathe qui est extrêmement malsain, mais qui est aussi brillamment joué. Spinell donne... on a presque de la peine pour lui à certains moments, et c'est ça qui est brillant dans le film, c'est qu'il est déstabilisant aussi à ce niveau-là. C'est qu'on est totalement dégoûté par les actes qu'il commet, et d'un autre côté, après, on le voit, on comprend les brutalités qu'il a subies lorsqu'il était gamin. Et on voit le côté victime aussi. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant comme film. Complètement d'accord avec toi. Puis tu dis, on parle d'une époque, puis d'un setting, New York, au début des années 80, c'était épeurant. On entendait parler des taux de meurtre, puis c'était sale, c'était crade.
Surtout Oui, d'après ben, ça me va. d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il tournait assez souvent dans les rues sans autorisation, dans l'urgence, donc ça rajoute encore à la tension du film, tout ça. Exact. Puis aussi, tu sais, on était avec un tueur, mais tu sais, c'était le boom des slashers. Hein. Ça commençait à être ultra populaire, mais on était avec un tueur en série qui était humanisé. On voyait son visage, on l'entendait parler. Il était chez lui avec ses mannequins. Il y avait quelque chose de tellement différent de ce qui s'était fait à ce moment-là au niveau du slasher. Et effectivement, drôle. moi, tu vois, je le placerai pas justement dans la vague slasher parce qu'il est tellement à part, comme tu dis. Pour moi, le slasher, il y a toujours un petit peu ce côté whodunit it. Tu sais, il faut à la fin qui est véritablement le tueur. Oh, quelle surprise, c'était le voisin, on se doutait pas. Mais avec Maniac, on était dès les premières scènes, on sait que c'est lui. Et on sait que ça va juste aller crescendo dans l'horreur. Et il va pas y avoir de révélation étonnante à la fin, c'est juste un cauchemar de bout en bout. Ce qui me fait penser que on parle avec toi en fait et on rentre beaucoup dans la nostalgie, mais le remake de Maniac, tu l'as vu, comment toi? Écoute, je dois avouer que j'ai plutôt été agréablement surpris. C'était Franck Calfoun, hein, c'est ça? Oui, Alors, c'est qui était- écrit ouais, par ouais, Alexandre ouais. Aja aussi. Oui, c'est vrai. Et Moi, c'était- personnellement, Maniac, le remake, c'est mon favori des deux. J'adore Maniac, le Stig, mais celui-là, juste la trame sonore et Oui. la façon dont ils ont décidé de tourner le film en point de vue, j'ai trouvé ça complètement génial. C'est radical. C'est à Julien que j'ai posé la question. Je te coupe plus, Julien. Mais pour un gars qui a écrit un livre sur le film original, moi aussi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en as pensé. Ben, c'est vrai que là, on était à l'époque où il y avait tous les remakes qui sortaient. Il y avait Massacre à la tronçonneuse, il y avait Maniac, il y avait Piranha. Et de toute la vague, je pense que c'est le seul qui ressort vraiment du lieu parce qu'il y a une véritable volonté d'essayer d'apporter quelque chose en plus par rapport à l'original et de faire tout effectivement en caméra subjective. C'était quelque chose c'était une excellente idée, même si, il faut quand même le rappeler, c'était une idée qui était déjà utilisée dans le film original. Donc, voilà, ils ont décidé de pousser un élément du film original, d'aller jusqu'au bout. Et puis, pareil, pour l'époque, il est d'une radicalité. On est quand même dans un cinéma de remake hollywoodien très aseptisé. Lorsque le premier meurtre arrive, la nana devant la porte, on s'attend à ce qu'elle ouvre la porte, elle va rentrer, elle va se faire tuer. Et là, tout d'un coup, elle se prend le couteau directement dans la gorge. C'est un véritable choc. À l'époque, moi, ça faisait des années que je n'avais pas vu quelque chose comme ça dans une production américaine. Frontal, puis en plus, le casting. Elijah Wood, poster boy de Hollywood, il sortait de Lord of the Rings. Puis là, on a dit, on prend Elijah Wood, puis on le montre pas beaucoup. On le montre dans le miroir, tout ça. C'était quand même couillu, là. Tout à fait. Tout à fait. Mais pour vrai, on pourrait continuer encore pendant 1 heure complète avec toi. C'est vraiment un bonheur. Donc, vraiment hâte de voir les prochains livres que tu peux pas nous parler, les prochains sujets, les prochains réalisateurs ou les versions augmentées aussi comme catégorie 3. Ça risque d'être assez cool aussi. Donc, je vais laisser Martin... je viens de mettre catégorie 3 dans mon wishlist Amazon. Ah oui? Je vais attendre avant de l'acheter parce que je alors, par contre, je tiens à dire, mes livres ne sont pas vendus sur Amazon. Moi, je fais partie de ceux qui boycottent Amazon. Ah, d'accord. Donc, ok. la meilleure source, si je suis au Québec et que je vais acheter tes livres. Eh ben, c'est directement auprès de l'éditeur, Cinexploitation. Exact, c'est là que ça se passe. Cinexploitation.com. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, directement. Bon, Julien, un gros merci pour avoir fait partie de cette émission-là. C'était vraiment intéressant. Beaucoup de choses que j'ai appris. Catégorie 3, entre autres, je n'étais pas au courant de ça et plusieurs bonnes suggestions. Pour les autres, j'aimerais ça dire un gros merci à Horreur Fanatique, qui sont nos grands commanditaires. Je vous rappelle qu'on est sur Patreon. Si vous voulez plein d'extras, c'est là que ça se passe. On a aussi YouTube, Facebook, Apple, Google, Spotify, Balado Québec. On est partout.
sur les réseaux sociaux. Alors, vous ne pouvez pas nous manquer. Et malheureusement, je dois laisser le dernier mot à Zomblar. Ouais. Oui, le dernier mot, toujours pour la fin, comme d'habitude. Mais d'abord, je voulais dire un immense merci à Julien. Je suis ravi. Ça faisait longtemps qu'on devait être là ensemble, là. Et puis, ça s'est pas fait jusqu'à aujourd'hui et c'est fantastique. D'ailleurs, tu vas rester un petit peu avec nous pour nos abonnés Patreon parce que moi, j'ai envie de savoir un peu, Julien, comment il voit le cinéma d'horreur de maintenant, là. Mais on va en parler juste après. Donc, je vous en donne une petite dernière pour la route. Donc, je suppose que vous savez que les zombies aiment nager. Même si vous ne savez pas, je vous le dis, ils aiment nager. Par contre, est-ce que vous savez où ils aiment nager? Non? Facile. Dans la mer morte.